Et c'est à tous, c'est Captain et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui se veut la vidéo concluant l'année 2020 pour DC Comics et entamant surtout l'année 2021 et en allant un peu plus loin. Une année 2020 pour DC qui a été un peu, enfin même complètement perturbée comme toute notre vie sur cette année. Par donc le virus et surtout qui a provoqué donc pas mal de chamboulements, je pense, dans l'organigramme de DC. Là, je vais vraiment me concentrer uniquement sur l'aspect audiovisuel de DC parce qu'au niveau en fait vidéoludique, je suppose qu'il y a eu des changements ou des projets qui ont été avortés ou repoussés ou au contraire peut-être rushés. Euh, on parlera notamment de Gotham Knight qui a vu sa date de sortie, je crois, annoncée pour juillet 2021 si je ne me trompe pas. On en parlera dans une autre vidéo et j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs si vous souhaitez la retrouver sur Gotham Knight et sur Suicide Squad. Mais voilà, là je vais juste parler de du secteur audiovisuel parce que c'est là où on a le plus d'infos et c'est surtout là où DC a investi à mon avis le plus en termes d'argent et de temps et de personnel également. Donc on va partir un peu sur un bilan qui au final va être rapide puisque Wonder Woman a été le seul projet je crois qu'il devait sortir cette année chez DC et il n'a fait 4 euros poussés donc bon c'était pas compliqué à débriefer comme année. Non, là où c'est le plus intéressant, c'est les annonces qui ont été faites en cette fin d'année, ou un peu plus tôt, je crois que c'était peut-être octobre, où du coup Warner Bros. Avait révélé que tous les films DC allaient sortir à la fois sur HBO Max et au cinéma. Et je trouve que cette annonce est quand même assez importante et moi enfin, je salue entre guillemets cette annonce. Je suis qu'un petit youtubeur donc au final ça n'a pas forcément d'importance que je pense, mais je trouve que c'est une bonne idée de la part de Warner de dire enfin d'enfin offrir une situation claire, un paysage clair en fait au film d'essai. Notamment Wonder Woman qui a vu donc sa date de sortie repoussée 4 5 fois si je me trompe pas. Au départ, je crois que le film était prévu pour sortir fin 2019, si je me trompe pas, ou alors début d'été 2019. Il y avait eu un retard de 6 mois au moment du tournage, et j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, parce que la raison est malheureusement pas forcément très bonne, pas annonciateur en tout cas de bonnes nouvelles. Ouais, donc Wonder Woman a été le film, je pense, que Wonder Woman 84 a été le film qui a, je pense, symbolisé le plus ce dont Warner Bros. Souffrait depuis quasiment en fait, la sortie de Batman v Superman, c'est-à-dire un manque vraiment de clarté. Et cette impression que DC et Warner dansaient sur un pied à chaque fois, ne savaient pas quel plan choisir. Est-ce qu'il fallait se concentrer complètement sur le Snyderverse? Est-ce qu'il fallait offrir une liberté totale au réalisateur? Oui, mais en même temps, on n'a pas des box-office, donc il faut quand même qu'on mette un peu les mains dans la production, notamment sur Justice League, notamment sur Suicide Squad. Euh, et donc au final, ça donnait cet aspect vraiment hybride assez dégueulasse à DC. Et je pense que cette décision de vouloir tout passer sur HBO Max est la bonne, parce que ça offre encore une fois un aspect vraiment clair, et maintenant on sait que tous les films sortiront au même endroit, et surtout ça va permettre d'autres choses d'un point de vue artistique, en tout cas je pense et je l'espère. Euh, mais donc du coup ce qui est cool c'est que avec cette annonce, ça prouve selon moi, après je peux me tromper, je suis pas analyste financier, ça prouve que Warner veut vraiment investir en masse sur les franchises d'essai. C'est d'ailleurs la plus grosse, et je crois que c'est quasiment la seule grosse franchise qui aura autant de présence sur HBO Max. Il me semble qu'il y a dans les grosses autres franchises Warner, Matrix, il y aura juste Matrix 4 qui sortira sur HBO Max. Pour l'instant, pas de série. Pareil pour Harry Potter, vous voyez. DC va vraiment être, je pense, la rampe de lancement, la rampe test en fait de lancement, voir si le public accroche au fait de retrouver une franchise sur un, sur un service de streaming comme ça. Donc c'est assez cool en fait que Warner ait confiance dans un certain sens en DC pour se dire on va tester avec DC et puis ensuite je pense que si ça marche, je les vois bien enfin, renouveler cette formule de mettre une franchise complètement sur un service de streaming en lui offrant donc des films et des séries avec, avec plusieurs autres propriétés comme Harry Potter, comme j'ai dit, donc une série, pourquoi pas imaginer une série Harry Potter qui se passe
Euh, je sais pas, dans une maison, par exemple à Serpentard, si vous voulez faire une série, une sorte de sitcom, si je puis dire, ça pourrait marcher à Serpentard ou à Pouf Souffle ou des trucs comme ça. Euh, Ce genre de choses pourrait marcher si justement le test avec DC marche bien. Les investissements, donc, comme j'ai dit, semblent être clairs parce que, comme j'ai dit, Warner décide vraiment de mettre le plus d'œufs dans leur panier d'essais sur HBO Max en mettant le feu vert sur beaucoup de projets, énormément de projets même, puisque je crois qu'il y a, si je me trompe pas, il y a 7 ou 9 séries. C'est jamais vraiment très clair. 7 ou 9 séries centrées sur DC Comics, donc ça, c'est les séries qui sont uniquement prévues pour HBO Max. Donc en plus de ça, vous rajoutez donc, désormais les films qui sont prévus également pour HBO Max. Et les autres, je crois que les autres séries qui font partie du Arrowverse vont également arriver sur HBO Max, si je ne me trompe pas. Ce qui fait qu'on va vraiment avoir un énorme catalogue d'essais sur HBO Max. Et dans ce catalogue, on va retrouver des séries qui risquent de coûter quand même assez cher à Warner. Donc c'est un investissement assez conséquent. Je pense notamment en premier lieu à Green Lantern, qui est décrit comme un projet ayant un budget de film et ayant, je crois que en gros, c'est comme s'il faisait un film de 6 heures mais avec un énorme budget. Donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, je suis pas forcément convaincu du choix parce que visiblement ça va être les Green Lanterns introduits vont être Simon Baz et Jessica Cruz. Donc dans la chronologie des Green Lanterns, si je dis pas de conneries, c'est les Green Lanterns 5 et 6 en termes d'humains. Attendez, Al Jordan, John Stewart, Kylo. Ouais, je crois que c'est ça, c'est les Green Lanterns 5 et 6. Donc il y avait quand même, à mon avis, 4 autres personnages à mettre avant, mais bon. J'y reviendrai également un peu plus tard parce qu'on ne sait pas au final de quel univers vont faire partie ces Green Lanterns. Donc, bon, à la limite, pourquoi pas, ils veulent lancer la série et je pense que avoir Jessica Cruz et Simon Baz, non seulement ça touche plus de public, on va toucher un public féminin et, une minorité qui est malheureusement sous-exploitée et sous-représentée surtout dans les œuvres, donc la communauté musulmane. Donc en plus de ça, on a Strange Adventures qui va être produit par Greg Berlanti, qui est donc le papa, on peut dire un des papas du Arrowverse. Donc bon, il sait quoi faire en termes de série. Également l'autre contrat qu'il faut vraiment pas oublier, et celui-là, à mon avis, on ne communique pas assez dessus, c'est Justice League Dark par la boîte de production donc Bad Robot, si je ne me trompe pas, de J.J. Abrams, qui veut lui-même faire vraiment développer cette série. C'est quelque chose apparemment qui lui tient à cœur et le contrat a l'air assez énorme. Moi, je crois qu'ils ont signé pour peut-être 1 milliard ou un truc comme ça pour produire. Je crois qu'il y a J.J. Abrams voulait produire ou a signé justement pour produire 8 ou 10 séries de DC. Et donc apparemment il veut vraiment se concentrer sur Justice League Dark. Donc écoutez, moi Justice League Dark, je trouve que c'est un comics qui est encore une fois pas assez exploité par DC. Donc pourquoi pas, si le budget suit, si les idées suivent, ça peut être vraiment, vraiment bien réussi. Il suffit de voir Swamp Thing, qui est la seule saison de Swamp Thing. Je vous encourage vraiment à la regarder. C'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues de DC. Une très bonne série d'horreur et même si ça souffre de quelques petits défauts, même sans avoir un gros budget, il suffisait juste le fait que le comics soit une véritable juste le fait que la série soit une vraie adaptation du comics rend la série de qualité. Donc s'il faut parler avec Justice League Dark, même sans avoir un budget énorme comme Green Lantern pourrait l'avoir, ça peut donner quelque chose de sympa. Il y a également Gotham City Central, il s'est pas appelé comme ça, mais c'est le spin-off du film de Batman que Matt Reeves est en train de réaliser. Donc c'est une série qui va se passer dans ce Gotham-là, centrée sur la police, donc c'est pour ça que je l'appelais Gotham City Central, comme le comics, et je pense que ça aussi, ça peut être quelque chose où, là pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin d'un gros budget, mais vous pouvez surtout explorer le côté très mature et très violent de Gotham City, et notamment de la police de Gotham City, qui est... qui doit être un des départements les plus traumatisés, je pense, de l'univers DC, vu toutes les saloperies qui se tapent en termes de vilains. Donc, le Joker, Zaz, etc. Il y a moyen vraiment de faire des trucs assez glauques et assez réussis, surtout en termes comment dire, d'intrigue psychologique. Ça peut être vraiment, vraiment cool. Et puis, on a également, pour finir,
quelque chose que j'avais pas vu venir, mais une série sur Peacemaker, donc qui va être un personnage qui va apparaître dans le Suicide Squad de James Gunn, qui sort cet été, si je me trompe pas. J'avoue que c'est le bordel dans ma tête au niveau des dates d'essai, parce que beaucoup de trucs ont été repoussés. Il y en a certains qui vont entrer en production, d'autres dont la production s'est arrêtée et qui a repris, et qui s'est toujours pas terminé. Par exemple, Batman, ils avaient arrêté la production pendant toute l'épidémie du coronavirus, ils ont repris en septembre et c'est toujours pas fini. Ça fait un tournage vachement long, je trouve. Euh, et à côté, je crois qu'il y en a d'autres qui ont fini. Là, pareil, juste au moment où je tourne cette vidéo, il y a une rumeur comme quoi le film Flash va entrer en production en avril de cette année. Donc c'est quelque chose auquel je m'attendais pas parce que pour le coup, c'est tellement un film qui a été repoussé que je me disais putain, il va jamais voir le jour. Et au final, apparemment, si, il va entrer en tournage en avril. Alors, c'est cool que tous ces investissements soient faits, mais le souci, c'est que ça se fait au détriment d'autres univers qui vont disparaître petit à petit. Le premier, donc, c'est Swamp Thing, hein, qui n'aura vu qu'une seule saison. J'espère qu'on va retrouver le personnage dans Justice League Dark, mais bon, ça m'étonnerait. Enfin, on va retrouver le personnage, mais je pense pas l'acteur, ni toute l'intrigue de cette série, donc qui aura vu qu'une seule saison. C'est dommage parce que, encore une fois, je trouve que cette série était vraiment, vraiment, vraiment bien. Lucifer va également se terminer. Bon, après sa 6ème saison, mais bon, on peut se dire que là, à la limite, je pense que la série était au bout de son run. Mais il y a d'autres séries, par contre, qui, elles, se terminent parce qu'à mon avis, DC est en train de pousser ou en train de couper tout simplement les fonds. Et je pense donc à Arrow. Arrow, à mon avis, la fin m'a paru un peu précipitée parce que notamment, vu les déclarations de l'acteur qui dit écoutez, si vous avez besoin de moi, je veux bien refaire une nouvelle saison de Arrow. Alors qu'il disait non, c'est bon, là, on a été au bout. Enfin, pour moi, ça veut clairement dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les coulisses. Et DC a dû dire écoutez, ça serait bien qu'une des séries dans le Arrowverse s'arrête. Et peut-être que l'acteur était tout simplement fatigué de, donc quand je parle d'acteur, c'est Steven Amell, peut-être qu'il était tout simplement fatigué des 8 saisons de Green Arrow et il s'est dit bon bah allez, on arrête là. Mais il y a également donc Supergirl qui va s'arrêter. Bon, à côté, cette Arrowverse ne va pas forcément complètement s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a à côté il y a Superman et Lois qui commencent, Batwoman qui reprend avec une saison 2. Mais il y a Black Lightning qui s'arrête également, la saison 4 je crois, saison 3 ou saison 4. Mais bon, à côté il y a un autre spin-off qui émerge de cette série, un spin-off d'un personnage que j'avais pas supporté les 2 premières saisons, donc je me demande ce que ça va donner, mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, les investissements sont faits vraiment, c'est aussi pour ça que on voit que la vision est claire, c'est-à-dire qu'on arrête tous les investissements en dehors de HBO Max pour tous se recentrer vraiment sur HBO Max. Mais du coup, il y a forcément des fans qui vont être un peu déçus. Je pense que la reverse s'arrête. Enfin, personnellement, je vois pas la reverse durer plus de 2 ans encore. C'est-à-dire que Flash va être, à mon avis, la prochaine série à s'arrêter. Et dès que Flash s'arrête, vous pouvez oublier. Legend of Tomorrow s'arrêtera. Superman Lois, peut-être pas parce que ça peut toucher le grand public. Mais par exemple, Batwoman, ça s'arrêtera aussi. Et puis bah voilà, ça sera la fin du Arrowverse qui mourra un peu dans le silence, je pense. L'autre point, donc, c'est que tous les films, comme j'ai dit, ont été basculés sur HBO Max, enfin, ont une sortie en même temps en salle et dans les et sur le service de streaming, pardon. Là où cette info est un peu plus dérangeante, c'est sur la réaction des réalisateurs. Les acteurs, ils ont pas beaucoup parlé, mais apparemment, certains ont obtenu un sacré cachet quand même pour que le film passe sur le service de streaming. Je crois que Gal Gadot a par exemple obtenu 1 million pour ça, pour que ce deal se fasse, entre guillemets. Mais apparemment, les réalisateurs n'étaient pas forcément très d'accord, très partants. Je pense notamment aux déclarations de Christopher Nolan. Je crois que Patty Jenkins a été vraiment pas super enthousiaste à l'idée de sortir son film sur un service de streaming, mais bon, fallait bien sortir un moment. Pour le coup, je comprends la réaction de Warner, même si, encore une fois, c'est pas des saints, ils font vraiment des choses qui sont complètement connes. Mais là, de ce point de vue-là, je pense que c'est la bonne chose à faire parce que, selon moi, en fait, s'ils prenaient pas cette décision de sortir tous les films sur HBO Max, Marvel allait le faire avec Disney+, et comme Marvel a beaucoup plus la cote et des réalisateurs qui sont beaucoup moins comment je pourrais dire ça, vindicatif, on va dire, sur la place publique, tout le monde aurait applaudi tout le monde aurait applaudi cette solution, etc. Donc bon, c'était selon moi à Warner de frapper en premier, mais bon, ça peut être discuté. Mais bon, du coup, le fait que les réalisateurs soient pas forcément d'accord, est-ce que ça va pas empêcher que certains réalisateurs justement se tournent vers DC désormais? Est-ce que ça va est-ce qu'ils vont pas se dire bah non, mon film je veux pas qu'il sorte
sur un service de streaming. Moi, je suis réalisateur de films, pas de séries, entre guillemets, quoi. Donc, bon. C'est une interrogation j'imagine dont on aura les réponses plus tard. Beaucoup plus tard, je pense d'ici 2-3 ans, peut-être qu'on aura les premières déclarations de réalisateurs qui diront bah, moi on m'a contacté pour faire ce film pour DC, mais moi je suis pas intéressé par sortir mon film sur un service de streaming, quoi. Et puis sans parler également peut-être de, du salaire, hein, qui peut être moindre, parce que si vous sortez un film au cinéma, vous allez forcément, à mon avis, gagner plus d'argent. C'est même pas à mon avis, c'est forcément, vous allez gagner, le studio va gagner forcément plus d'argent en sortant le film au cinéma, donc forcément les réalisateurs qui toucheront moins, vu que le film ne fera pas une rentrée d'argent directe, il fera une rentrée d'argent peut-être avec nos abonnements, mais il fera pas une rentrée d'argent directe. Donc peut-être qu'effectivement les réalisateurs, les acteurs, etc. Auront une paye un peu moindre. En tout cas, cette dernière mesure, le fait que les films sortent en même temps sur HBO Max et au cinéma, nous, Européens, honnêtement, ça nous fait ni chaud ni froid pour à l'heure actuelle. Les films sortent uniquement au cinéma, donc bon, on s'en fout un peu. Au final, on s'en fout un peu de ce dernier point. Par contre, là où c'est l'aspect le plus intéressant, à mon avis, de cette décision de tout mettre sur HBO Max, c'est sur la liberté créative que ça peut apporter à DC si c'est bien géré. Et c'est là où on arrive au titre de la vidéo. S'ils arrivent à gérer ça, à mon avis, ça passera uniquement par le multivers. Et je pense que c'est désormais la stratégie que DC doit employer et a commencé à employer. Je pense qu'ils se sont un peu fait forcer la main par Marvel et surtout Spider-Man. Je pense que vraiment le détonateur à tout cet engouement autour du multivers, il me semble que ça a été le film Spider-Man Into the Multiverse, qui a eu un énorme succès critique au niveau du box-office. Je sais pas, j'ai pas envie de vous dire des conneries, donc je vais pas en dire, enfin, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en termes de critique, au moment où le film est sorti, vraiment tout le monde parlait de ce film-là, et comme quoi c'était génial, et du coup, Marvel a bien senti le fleuron, et du coup, bah, on annonce, hop, plein de séries What If, WandaVision, des univers parallèles avec, je crois que dans Doctor Strange on en parlait déjà, mais dans Doctor Strange ça sera encore plus exploité parce que je crois que le 2 s'appelle Into the Danger of Multiverse ou quelque chose comme ça, et Spider-Man 3 là, qui ramène à tous les anciens Spider-Man pour potentiellement faire une adaptation de live de Spider-Man Into the Multiverse. Tout ça pour dire que je pense que DC est un peu pris de vitesse, ou a eu peur d'être pris de vitesse de ce point de vue-là, et donc a décidé de vraiment jouer sa carte multivers à son tour. Et typiquement, je pense que DC a une meilleure carte multivers que Marvel. DC utilise le multivers depuis un long moment et base quasiment toutes ses histoires dessus. Donc s'il y a bien une chose qu'il maîtrise, c'est ça. Et je pense que c'est une bonne idée du coup de le faire, parce que ça va faire on pourrait avoir une ouverture totale de la liberté créative s'ils abandonnent le canon, en fait. Ce qui a l'air d'être le cas, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment de trame scénaristique claire. C'est-à-dire que le Batman de Ben Affleck, est-ce qu'il cohabite désormais encore avec la Wonder Woman de Gal Gadot? On n'en sait rien. J'imagine qu'il faudra attendre Justice League pour ça. Enfin, la sortie du Snyder Cut de Justice League pour voir ça, mais déjà, ce Snyder Cut, est-ce qu'il existe encore? Enfin, est-ce que cet univers existe encore? Apparemment, c'est mal parti pour ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais du coup, s'ils jouent vraiment cette carte du multivers à fond, ils peuvent se permettre de lancer des projets qui sont en rumeur depuis un moment, comme la série avec Ben Affleck sur HBO Max. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu des photos comme quoi Ben Affleck reprenait beaucoup de masse musculaire. Et il y avait également une rumeur qui était sortie sur un site, Comic Book News, un site que je regarde tous les jours, qui avait relayé une info comme quoi apparemment Ben Affleck a été en discussion assez avancée pour reprendre son rôle de Batman. Non pas que pour le film Flash, mais également pour une série de 6 épisodes ou de 6 mini-films d'1 heure pour HBO Max. Donc s'ils font ça, bah, ça pourrait être vraiment bien, parce qu'à mon avis ça permettrait aux fans de dire au revoir véritablement à ce personnage là et de le retrouver en même temps, donc ça serait vraiment cool. Donc vous avez ce Ben Affleck là qui pourrait arriver sur HBO Max via sa série. Vous avez également le Batman de Robert Pattinson
qui arrivera par Matt Reeves, donc ça fait déjà 2 univers parallèles. Ajoutez à ça la Reverse, qui est un univers à part. Vous avez également l'univers des Teen Titans, enfin de Titan. Je crois qu'il est, oui, il est même pas connecté à Reverse, hein, même. Enfin, je sais plus quelle université d'ailleurs. C'était quoi l'univers 512 ou un truc comme ça? Je sais plus. J'ai peur de dire des conneries, mais il était confirmé comme étant dans un univers à part. Donc voilà, vous avez tous ces univers qui pourraient cohabiter, qui pourraient vraiment cohabiter, enfin, cohabiter sans se bouffer de la place, et ça pourrait être une bonne chose parce que quand vous êtes. Enfin, le grand public, du coup, choisira au final son Batman préféré sans que l'un ou l'autre soit impacté d'un point de vue économique. C'est-à-dire que si vous sortez, par exemple, si, si tous les films. Enfin, si le film de Matt Reeves n'était pas sorti en même temps sur HBO Max et en salle de ciné, et qu'à côté vous sortez la série Ben Affleck sur HBO Max, vous pourriez vous dire bah ouais mais le film de Matt Reeves il a été niqué au box-office par la série de HBO Max, alors que là du coup vu que le film de Matt Reeves sortira également sur HBO Max, euh, il y aura plus vraiment de compétition entre les deux, j'imagine. Les deux seront disponibles sur la même plateforme, donc ça peut être ça peut être une bonne idée. Enfin, c'est forcément même une bonne idée de mettre les deux, à mon avis, en vie et en, pas forcément en concurrence, mais en cohabitation, une espèce de voisinage artistique, si on peut dire, des sortes de bulles d'univers dans le, l'univers HBO Max. Après, donc, la question, enfin, la vraie interrogation qui va arriver selon moi, c'est qu'on va se retrouver face à une sorte de direction artistique un peu hydresque. C'est un mot que je ne sais pas si ça existe, mais je trouve que c'était la meilleure description. Donc, à multitête, où vraiment on commence à avoir plusieurs personnes qui se positionnent comme voulant, en tout cas de l'extérieur, moi c'est ça que ça me donne cette impression-là, voulant prendre le leadership en termes de création chez DC Comics. Et donc là, il y a plusieurs noms qui arrivent. Donc James Gunn, qui en plus de Suicide Squad, ça m'étonnerait pas, qui réclame, donc il part sur Peacemaker, donc il commence à créer peut-être son petit univers à lui-même, enfin à lui. Ça m'étonnerait pas qu'il réclame pourquoi pas un film avec Harley Quinn, parce que Margot Robbie, je crois qu'elle a dit qu'elle aimait bien tourner avec James Gunn. Elle a dit également que Bird of Prey n'avait pas de suite prévue, et heureusement. Donc pourquoi pas James Gunn reprenant Harley Quinn par exemple, ça peut être une bonne idée, ou alors d'autres personnages peut-être qui peut réclamer. Apparemment il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un Green Arrow une présence de Green Arrow dans Suicide Squad, donc pourquoi pas un film sur Green Arrow ou une série sur Green Arrow. Après tout, il vient d'écrire une série sur Peacemaker, donc pourquoi pas. Patty Jenkins, donc en plus d'avoir réalisé Wonder Woman 84, et donc là elle vient d'être annoncée à la réalisation de Wonder Woman 3. Un des premiers trucs qu'elle a dit après l'annonce de ce nouveau film, en fait, de cette trilogie sur Wonder Woman, c'est elle aimerait bien prendre d'autres personnages de DC en main. Et je crois qu'elle avait parlé de Superman. Donc j'ai l'impression que Superman, tous les réalisateurs veulent y aller, mais il n'y a personne qui a le droit d'y aller. J'ai l'impression que Warner se dirige un peu comme une espèce de videur devant le personnage de Superman, où il y a tous les réalisateurs qui attendent devant. Et Warner qui regarde les réalisateurs et qui fait tu passes pas pour lui. James Wan est en train également de développer donc Aquaman 2. Il a également le spin-off Trench, donc dans les tranchées. Je sais pas si c'est lui qui le réalise ou où il fait que le produire, mais il produit en plus une série animée sur Aquaman qui sera donc disponible sur HBO Max. Je sais plus le titre, je crois que c'est Aquaman Kings of the Trench ou un truc comme ça. Donc roi de la tranchée. Donc il est en train de développer son petit univers également. Apparemment lui ça a l'air d'être centré sur Aquaman, mais pourquoi pas l'expandre encore plus. Oui, après tout, il peut également partir d'Aquaman et vraiment développer, encore une fois, son propre univers. Il a une liberté créative quasiment totale, hein, vu que théoriquement les personnages désormais peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Il y aura toujours la carte multivers. Non, non, mais en fait, il fait partie d'un autre univers. Donc il peut vraiment développer ce qu'il veut, quoi. Wonder Boy, je sais pas, une rencontre avec des Amazones, un truc comme ça. Il peut vraiment faire ce qu'il veut, à mon avis. Zack Snyder, à mon avis, n'a pas abandonné également l'idée d'aller plus loin que son cut de Justice League. Et je pense que le réalisateur a tellement été traîné dans la boue et vraiment pas aidé par Warner que déjà c'est la moindre des choses qui lui donne le Snyder Cut. Mais moi perso, vu que tous les films sortent sur HBO Max, moi je serais Warner, je lui dirais bah, vas-y, continue de développer ton univers, voilà, fais ton Justice League partie 2, fais ton Superman 3,
t'as pas carte blanche parce que niveau budget, faut pas déconner, mais t'as liberté totale en tout cas de création, fais ce que tu veux. Fais comme tu l'entends avec tes personnages. Comme j'avais dit plus tôt, il y a également J.J. Abrams qui, à mon avis, va forcément vouloir réaliser un film. Hein. Il va pas vouloir que produire. À mon avis, il va clairement demander un film. Alors, est-ce que ça va être le Justice League Dark? Est-ce que ça va être un film sur Constantine? Qui sait, peut-être. Ou alors un film sur Superman. Hein. Il avait dit également, je crois qu'il voulait prendre Superman lui aussi. Ça fait partie des nombreux réalisateurs qui voulaient ça. Et à côté de tout ça, à côté de toutes ces personnes, on a Walter Hamada qui est donc aujourd'hui le chef de la série film. Enfin, chef de la section film, pardon, je sais pas pourquoi je dis série, chef de la section film de DC, qui est donc qui est censé chapeauter tout ça. Mais parmi toutes ces personnes, en fait, chacun pourrait revendiquer en fait le titre de chef de DC, en fait, chef de l'univers DC. Et j'en ai oublié, hein, on pourrait également parler Ah, j'ai oublié le nom du réalisateur de Joker, qui pourrait faire également d'autres origin story de vilains. James Todd, je crois que c'est ça. Todd. Non, c'est pas Jason Todd, mais c'est Todd Phillips. Voilà, Todd Phillips. Todd Phillips, j'avais peur d'oublier son nom. Alors, moi, la solution que j'aimerais bien que DC choisisse, ça serait que chacun ait son univers. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut dans son univers, dans sa petite bulle d'univers. Et une fois que DC a la bonne personne, si elle se trouve parmi celles-là, ou elle vient de l'extérieur, ou c'est quelqu'un qui émerge, ou quelque chose comme ça, une fois que la bonne personne surgit, ou parce que le public adhère vraiment au projet d'une des personnes que je viens de citer, on réunit tout dans un événement à la Crisis, où vraiment tous ces univers, hop, vous les remettez soit en un, soit vous les réunissez pour un événement ou un truc comme ça, comme DC a l'habitude de le faire, comme ils l'ont fait avec Infinite Crisis par exemple, avec le Arrowverse. Et voilà, comme ça vous faites le méga événement sur HBO Max et en même temps au cinéma, et vous avez votre propre, entre guillemets, aboutissement de phase 3 comme Marvel a pu le faire avec Endgame. C'est pour moi la meilleure solution à l'heure actuelle avec toute cette direction multivers que prennent en tout cas les créations d'essai. Maintenant, pour finir cette vidéo, je voulais un peu conclure sur DC, notamment les initiales de DC. À la base, DC, c'est Detective Comics. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait rebaptiser ces initiales Dark Cloud parce que c'est incroyable cette manie, cette habitude que DC a de pas pouvoir faire une année ou même un mois ou même une annonce sans qu'il y ait une polémique qui surgit derrière. Là où je veux en venir, c'est que Wonder Woman 84 vient d'être sorti finalement après un an et demi de gestation quelque part dans un studio chez Warner Bros. Et à peine sorti, bon déjà le film a fait un flop apparemment au box-office chinois, ce qui est une source de revenus vraiment importante pour un film, donc ça, à mon avis ça fait un sacré trou dans la caisse, vraiment. Après aux États-Unis, il marche plutôt pas mal, mais en même temps c'est difficile d'avoir une comparaison. En gros il a le meilleur démarrage depuis la pandémie, oui mais bon, si l'industrie était à zéro, il suffit que vous soyez à 5 et vous faites le meilleur démarrage depuis la pandémie, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment un bon indicateur. Mais donc le film vient à peine de sortir, donc déjà ça plante au box-office. Les reviews sont pas bonnes. Et ça c'est vraiment très problématique parce qu'en fait Wonder Woman était le seul film sur lequel le grand public et à peu près n'importe qui avait vu un film d'essai pouvait s'accorder pour dire que c'était un bon film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous alliez, je sais pas, vous discutez avec quelqu'un qui disait ah non, j'ai pas aimé Batman v Superman, ah j'ai Justice League était pourri, Shazam c'était que pour les gamins. Par contre, vous lui dites Wonder Woman tout simplement, et on vous dire ah ouais non, ce film est bien, Wonder Woman franchement était bien. Mais du coup, si Wonder Woman 84, je l'ai pas vu, hein, mais si Wonder Woman 84 n'est vraiment pas aussi bien que ça, bah DC perd cette carte Joker où en gros bah, c'était le seul film qui faisait l'unanimité et désormais l'œuvre Wonder Woman ne fait plus l'unanimité. Et donc ça peut être vraiment très très problématique s'ils perdent cet appui-là, quoi. Qui était en gros peut-être la dernière béquille qu'ils avaient auprès du grand public. Donc si Wonder Woman 84 est aussi décevant que les critiques semblent le dire,
ça peut être une sacrée épine dans le pied de DC et c'est peut-être ce qui va leur faire perdre tout simplement le grand public de façon définitive. Mais en plus de ça, parce que non seulement le film a des mauvaises critiques, mais en plus de ça, il y a une déclaration qui fait, enfin, moi qui m'a vraiment fait l'effet d'une bombe. C'est Patty Jenkins qui dit haut et fort, une semaine après la sortie du film, Warner m'a empêché, enfin, n'était pas content avec ma vision du film et j'ai failli quitter le projet et ils ont voulu revoir la fin. Et je me dis, j'ai vu cette déclaration et je fais, oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. C'est-à-dire que Warner, ça leur a pas suffi vraiment de se prendre de faire de la merde avec Suicide Squad et de faire de la merde avec Justice League, avec Justice League, en retravaillant ces deux films parce qu'ils avaient peur que le public aime pas. Ils ont refait la même avec Wonder Man 84. Alors peut-être que effectivement les idées de Patty Jenkins n'étaient pas bonnes, ça j'en sais rien. Mais à partir du moment où ils acceptent de lancer Wonder Man 84, le projet Wonder Man 84, ils ont forcément lu le script. C'est pas possible qu'une réalisatrice vous lui dites bon, vas-y, t'as la suite, on s'en fout de ce que tu fais et arriver 2 semaines après en disant mais attends tu fais ça, mais non je suis pas d'accord. Enfin c'était pas 2 semaines mais vous avez compris. C'est pas, ils ont forcément vu le script et donc je sais pas pourquoi à un moment ils se sont dit en fait ils se sont rendus compte ah non le script il nous plaît pas, faut que tu changes ça. Donc la réalisatrice, au point où la réalisatrice a failli se barrer du film en plein milieu de la production. Et c'est d'ailleurs pour ça que le film a été retardé de 6 mois. C'est qu'il y a eu des grosses discussions dans les coulisses. Et ça a failli partir au clash. Et imaginez la catastrophe que ça aurait été si elle avait quitté le projet. Parce que Gal Gadot, je pense qu'elle aurait peut-être dit au revoir aussi. En gros, vous perdiez tout. Quoi. DC perdait tout. Et peut-être que du coup, la réalisatrice s'est servie de ça pour vraiment pousser sa vision du film jusqu'au bout. Peut-être que c'est ça au final qui va coûter cher. Mais rien que le fait que cette info sorte et que on se dise que Warner continue à mettre ses mains dans les, dans les projets des réalisateurs, alors que, encore une fois, c'est exactement ce que le public et les réalisateurs et à peu près tout le monde a détesté avec Suicide Squad et Justice League. C'est que vous sentiez dans Suicide Squad notamment, mais même dans Justice League, que Warner avait mis ses gros doigts en disant non, 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 là, c'est pas assez drôle, c'est trop dark, pas assez de couleurs. euh, et vous sentiez que du coup, le film, ça manquait de quelque chose, ça manquait, enfin, c'était trafiqué. Et donc, ils ont essayé de faire la même avec Wonder Man 84. Et encore une fois, j'ai regardé cette info, je fais, mais putain, mais ils vont jamais apprendre en fait. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et cette manie de répéter les erreurs, c'est incroyable et c'est ça qui va vraiment leur coûter cher s'ils n'apprennent pas à arrêter ces conneries-là, quoi. Vraiment, c'est terrible. Alors en plus de ça, vous ajoutez la polémique avec Justice League. Encore une fois, ils se sont vraiment tellement foutus de la merde avec ce film. Donc sur le tournage des reshoots faits par Joss Whedon, il y a eu une grosse... euh, c'est même pas polémique parce qu'en fait, c'est même au-delà de ça, c'est que Joss Whedon s'est comporté de façon apparemment limite criminelle avec Ray Fisher. Gal Gadot a également dit qu'elle n'avait pas du tout aimé l'expérience de ses reshoots avec Joss Whedon. C'était vraiment pas quelqu'un de bien avec qui travailler. Et en a résulté de ça donc une enquête interne à chez Warner, où ils ont d'ailleurs les résultats sont tombés il y a 2 semaines, je crois. Ils ont dit en gros on a pris les mesures nécessaires, etc. Joss Whedon a été écarté d'ailleurs de la série qu'il était en train de produire sur HBO Max. Est-ce que c'est une conséquence de cette enquête? On peut supposer que oui. Mais le souci, c'est que Ray Fisher, donc l'acteur qui joue Cyborg, ne veut désormais plus travailler avec aucun film qui a la patte de Walter Hamada, enfin, si Walter Hamada est dedans. Et donc Walter Hamada, c'est quand même celui qui dirige, comme je vous l'ai dit, les films DC. La section film chez DC. Donc, est-ce que ça veut dire que Ray Fisher va complètement abandonner DC? C'est pas impossible. Le problème, c'est que si c'est le cas, il y a pas mal d'acteurs qui vont, à mon avis, se ranger du côté de Ray Fisher et l'opinion publique se rangerait également du côté de Ray Fisher. Ce qui me paraît, même si j'ai très peu d'infos enfin, même si j'ai aucune info à part ce qui est sorti de façon publique, mais voilà, du point de vue du grand public que je représente, là, pour le coup, je m'allierais plus du côté de Ray Fisher et je me dirais, Walter Hamada et du coup Warner sont vraiment des connards. Et vous perdez comme ça, encore une fois, vous gagnez une couverture de presse négative, quoi. Ce qui est
typiquement ce dont DC n'a pas besoin, quoi. Au moment où on se dit, ça y est, ils sortent du bois, ils prennent de bonnes décisions, hop, encore un petit scandale, encore une petite polémique, ça fait toujours plaisir. Autre point, Warner qui déclare, je crois que c'est pas de façon publique, mais dans les bruits de couloir, en gros, que le Snyderverse, enfin que oui, le Snyderverse, et donc le Snyder Cut de Justice League, c'est juste une voie sans issue. En gros, ils s'en foutent complètement, c'est juste encore une fois un petit os qui donne à Zack Snyder pour qu'il puisse. Pour qu'il évite d'aboyer et que voilà, il soit mis un peu de côté. Et encore une fois, ça, je comprends pas cette prestance de la part de Warner, parce que qui sait, ça se trouve, le Snyder Cut de Justice League va justement plaire à pas mal de monde. Et dans ces cas-là, ils sont dans une situation où justement, vu que le multivers est disponible et une voie de sortie, ils ne devraient pas rayer quoi que ce soit en fait. Le multivers, c'est justement une possibilité infinie de raconter des histoires, de se permettre des choses. Et vous pouvez, typiquement, le Snyderverse pourrait continuer à survivre. C'est pas impossible. Si le public aime bien, vous pouvez pas vous dire, vous pouvez pas dire bah non. On s'en fout, de toute façon le film on le sort, mais il y aura jamais de suite. Non, faut prévoir toutes les options. Et c'est cette espèce de comment je pourrais dire ça, de tête à claque, enfin pas tête à claque, mais cette j'ai le mot, j'ai le mot mais il me vient pas. Cette espèce de détermination détermination un peu pragmatique, ou dans le sens où il y a que ma vision des choses qui marche de la part de Warner, qui les mène à leur perte en fait. Et c'est encore une fois typiquement ce qui leur a causé leur perte avec Suicide Squad et Justice League, c'est-à-dire que selon eux, le film devait forcément être grand public, enfin ces films-là devaient forcément être grand public, avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de blagues. Et leur vision, on a bien vu ce que ça donnait, ça marchait pas. Et ils veulent remettre ça apparemment avec ce Snyder Cut, en disant de toute façon ça marchera pas et de toute façon on s'en fout, on poursuivra pas. Et ils se ferment des voies, et ils se ferment des portes, et ils se ferment probablement un public en prenant ce genre de décision. Mais bon, j'imagine que la seule chose qui va nous révéler vraiment les plans de DC et s'ils avaient raison ou pas, c'est l'avenir. Donc écoutez, on va se lancer dans cette année 2021. Petite dernière polémique, parce que ça fait toujours plaisir. Apparemment, le tournage de Batman se passe pas bien du tout entre Robert Pattinson et Matt Reeves. Robert Pattinson refuserait de prendre du muscle pour une raison inconnue, parce qu'apparemment les acteurs dans les années 60, dans les années 80 ne prenaient pas le muscle, mais en même temps, si c'est vraiment ça son excuse, j'ai envie de lui dire, le cinéma a évolué avec lui. Donc du coup, Matt Reeves lui aurait demandé de prendre du muscle tout simplement, et lui il voudrait pas, et du coup il y a des rumeurs comme quoi Matt Reeves est un contrôle freak sur le tournage, donc ça veut dire qu'il va absolument tout contrôler sur le tournage de The Batman, et j'ai vraiment pas vu que cette situation éclate non plus. Mais c'est DC, donc il faut malheureusement qu'on s'attende à tout. Allez, on va quand même espérer que 2021 du côté de DC soit quand même une meilleure année que 2020 et meilleure année que les années précédentes. Et puis je serais ravi de vous retrouver justement pour avoir finalement des bonnes nouvelles à vous proposer, finalement des bons films à vous décortiquer, à faire des théories sur ce genre de choses, sur ces événements, parce que c'est vrai que je me rends compte, mais mes dernières vidéos sur DC ne concernent désormais plus du tout les histoires, plus du tout les théories, les personnages, les univers. Ça ne touche désormais que le coulisse, que ce qui se passe en dehors derrière la caméra. Et c'est juste fatigant parce que c'est toujours des infos négatives, etc. Donc j'ai vraiment envie que 2021 soit meilleur de ce point de vue-là. Et on a juste à espérer désormais, j'imagine. Allez, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé des infos, si vous voulez réagir à celle-ci. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je serai ravi d'en discuter avec vous. En attendant, portez-vous bien. Et puis je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. A bientôt.